Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture mythique, une bagnole que vous avez forcément eu en miniature ou en poster dans votre chambre, à côté de la F40, de la Lamborghini Diablo. Je vais vous parler de l'histoire de la Jaguar XJ220. Elle est quand même un peu lourde. L'histoire de la XJ220, c'est d'abord l'histoire d'un groupe d'employés de Jaguar qui, à la fin des années 80, aimait bien se retrouver le samedi soir. Pour refaire le monde et boire du gin. Beaucoup de gin. Et ils faisaient ça tous les samedis, toute l'année, à tel point qu'ils ont fini par s'appeler le Saturday Club. Edouard, Ferdi. Les membres du Saturday Club, ils étaient tous ultra passionnés de bagnole et de sport auto. Et surtout, ils étaient hyper nostalgiques de la période où Jaguar gagnait tout aux 24 heures du Mans. En 1951 avec la Jaguar XK120, en 1953 avec la Jaguar Type C, ou en 1955 et 56 avec la Jaguar Type D. Mais cette série de victoires, c'était du passé. Elle s'était éteinte depuis bien longtemps et les membres du Saturday Club, ils avaient une petite idée. Si on faisait revenir Jaguar sur le devant de la scène mondiale, sportive, compétition, route. Bonne idée, avec notre fiabilité légendaire. Et c'est un de ces fameux samedis soirs que l'idée de la XJ220 allait naître. Et c'est grâce à un alignement incroyable, mais genre incroyable des planètes, que ce projet allait finir par vraiment voir le jour. Et ce soir-là, c'est un certain Jim Randall qui lance une idée complètement folle. Et si on produisait une Jaguar dont la vitesse maximale serait de 220 miles à l'heure, 350 km/h. La voiture la plus rapide du monde! Parce que ça permettrait de frapper un grand coup, de remettre l'église au milieu du village, comme la Jaguar XK120 à son époque. Pour le nom, ils ont fait simple. Comme la direction était absolument pas au courant de ce projet complètement fou, ils allaient l'appeler XJ, pour Expérimental Jaguar. Et 220, pour la VMAX qui était promise. Grâce à une telle voiture, Jaguar pourrait faire la nique à la F40 et ses 326 km/h, ou encore à la Porsche 959, qui étaient les deux voitures les plus rapides du monde à l'époque. Parce qu'il faut que vous ayez un truc en tête, dans les années 80-90 là, la course à la voiture la plus rapide du monde, c'était un truc aussi important que la conquête spatiale, et cette bataille se menait kilomètre-heure par kilomètre-heure. Et parallèlement à ce projet secret, il y avait un autre projet, officiel celui-ci, au sein de Jaguar, qui voulait revenir aux 24 heures du Mans et qui préparait une voiture qui, elle, était équipée d'un V12 atmosphérique, la XJR9. Et il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que dans la tête des membres de notre club, là, les mecs se disent « Et si on mettait un V12 issu de la voiture de course dans la XJ220 ?» Et une transmission intégrale aussi. Fin 87, début 88, les travaux ont pas mal avancé. Randall a même produit une maquette de la XJ220 à l'échelle 1/4. Un truc un peu gros, d'1 mètre de long, qui devenait difficile à cacher au bureau. Ah, sur la vie de Madaron, il n'y a pas de maquette dans ce bureau. Si difficile qu'il a fini par se faire griller. Oh bah ça alors, une maquette. Et là, ça aurait pu chauffer pour son cul et pour ceux de tous les membres du Saturday Club. Sauf que, par chance, Jaguar venait de gagner les 24 heures du Mans. Et découvrir à ce moment-là que des ingénieurs avaient bossé en secret sur un projet de supercar, ils étaient super contents! Tellement contents qu'ils ont demandé à Randall et à son équipe de joyeux lurons de produire un prototype à l'échelle 1 pour le salon de Birmingham qui avait lieu quelques mois plus tard du suicide. Parce qu'une maquette à l'échelle 1/4, c'est joli, mais ça fait rêver personne, sauf des gens de toute petite taille. Pedal to the metal. Mais non, cette occasion était trop belle et le Saturday Club ne pouvait pas se défiler. Ils ont bossé jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et le 18 octobre 1988, la voiture est prête à 3 heures du matin, sachant que le salon ouvrait le même jour à 8 heures. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a plus de gin. Plus de gin? Mais comment on va faire? Je ne sais pas. Juste le temps de la charger sur le plateau, d'attacher la remorque et de filer direct sur le salon pour la présenter au public. Et ils vont être des milliers à s'amasser autour de ce concept car. La voiture a un design incroyable, jamais vu auparavant. Son dessin ultra aérodynamique faisait passer une Porsche 959, déjà super effilée, pour une brique. It'll be the fastest road car in the world. Et Jaguar, ils avaient beau vendre quelques voitures pour les richoux, ils venaient de gagner les 24 heures du Mans, mais en réalité, ils avaient absolument pas les moyens financiers de se lancer dans la production d'une voiture aussi coûteuse. Du coup, ils ont une idée un peu original. Ils ont proposé aux clients qui étaient intéressés par la voiture de déposer un chèque d'acompte de 50 000 livres. Et vous savez quoi, ça a marché. Ils ont été 1400 à déposer un acompte pour espérer un jour avoir cette voiture. Tenez, prenez mon pognon! Mais arrête, tu sais bien que c'est une merguez cette voiture. En même temps, comment ne pas craquer? On te proposait une voiture au design incroyable avec sous son capot un V12 qui venait de gagner les 24 heures du Mans, une transmission intégrale, mais aussi et surtout la vitesse maximale la plus élevée de tout ce qui roule partout sur la planète. Évidemment que tu les déposes tes 50 000 livres. Le salon ferme ses portes.
l'aéroport, Jaguar remballe ses petites affaires, rentre à la maison, et là, Randall et ses copains, ils commencent à se demander comment est-ce qu'on va faire pour passer du concept car à la série. On a les sous, maintenant, va falloir se relever les manches. Et c'est pile à ce moment-là, putain, ces gars avaient une chance incroyable, que Ford décide de racheter Jaguar, une autre planète qui s'aligne, plein d'argent et un outil industriel, ma foi, le plus gros du monde. Ce rachat a beau être une bonne nouvelle pour Jaguar, ça l'est moins pour les Anglais, pour l'opinion publique qui considère que Jaguar est une marque anglaise, qu'elle ne doit pas s'américaniser. Du coup, Ford, il cherche des façons de rassurer les Anglais, de leur dire vous inquiétez pas, Jaguar va rester Jaguar. Et c'est là que Jim Randall lève la main et qui dit à Ford, c'est bon, j'ai le projet parfait pour que les Anglais vous adorent. XJ220. Ford, du coup, ils font tête baissée, ils sortent le chéquier, ils créent même une filiale qui s'appelle XJ220, ils font sortir de terre une usine toute neuve, dernier cri, et ils se mettent les Anglais dans la poche. Grâce à cette débauche de moyens, le premier prototype équipé du V12 dérivé de la course et d'une transmission intégrale est prêt assez rapidement. Sauf qu'il est tellement lourd qu'il lui est physiquement impossible d'atteindre la vitesse maximale promise par la marque. Du coup, les copains du Saturday Night Club, ils se mettent à bosser dans un seul et unique objectif, alléger la voiture, coûte que coûte. Et en 1991, Jaguar se rend au Japon, au salon de Tokyo, pour présenter la voiture de série, celle qui fait suite au prototype qui a été présenté en 1988 à Birmingham. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient réservé tout un tas de surprises aux 1400 clients qui avaient laissé un acompte pour pré-réserver la voiture. Elle est quand même un peu lourde. Sous prétexte qu'il fallait alléger la voiture pour passer sous la barre des 1500 kg, ils ont commencé à faire la liste de tout ce qui avait changé. Pour commencer, ils annoncent que la transmission intégrale, c'est terminé. La voiture, ce sera une propulsion. Bon, ça fait chier, mais ça va, une voiture de sport, propulsion, il y a pire. Ça passe comme changement. On a fait ce qu'on a pu, c'est pareil. Buvez un coup, ça passera. Vous verrez pas la diff. Mais c'était pas tout. Passer à une transmission 2 roues motrices allégeait la voiture, mais ça lui permettait toujours pas d'atteindre les 220 miles par heure. Pour gagner encore quelques kilos, ils avaient dû retirer le V12 de la voiture des 24 heures du Mans, là. À la place, ils ont mis un V6 Rover. Putain, celui de la MG Metro 6 R4. La plus petite, la plus ridicule voiture de groupe B jamais conçue. Vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. Bon, et pour le fun et pour gagner des chevaux, ils y ont quand même ajouté 2 turbos. Ah bah mince alors, passer de 12 à 6 cylindres, c'est vraiment embêtant. Les 1400 clients, ils étaient pas ravis. Ça va, c'est pareil, on a fait ce qu'on a pu. Buvez un coup, vous verrez pas la diff. À la vôtre. Mais bon, si ça permettait d'augmenter la puissance et le couple, de diminuer le poids de la voiture, de la raccourcir un petit peu et de s'approcher encore plus des 220 miles par heure, pourquoi pas. Ah, et pour l'anecdote, c'est Tom Walkinshaw, l'un des membres du Saturday Night Club, qui bossait sur le projet XJ220, qui quelques mois auparavant avait racheté les droits commerciaux sur ce petit V6 Rover. Vous la sentez arriver, la douille? Je peux te vendre la mienne si tu veux. Parce que Tom, c'est aussi lui qui a fait du lobbying auprès de Jaguar pour remplacer le V12 par ce V6, en disant qu'il était plus petit, plus léger, qu'il polluait moins. Est-ce qu'il a fait ça pour le bien du projet ou pour s'en mettre plein les fouilles? On ne saura jamais. Mais moi, j'ai ma petite idée. Parce que sans ce sacré Tommy, la Jaguar XJ220 aurait peut-être gardé son V12, il aurait peut-être été optimisé, suralimenté, j'en sais rien, pour lui permettre d'atteindre les 220 miles par heure. Un vrai boulot d'ingénieur, de gens qui aiment la course, pas un swap wish, putain. Mais c'était pas tout, la liste des surprises était encore longue, comme par exemple l'utilisation d'un alliage d'aluminium venu d'un autre monde excessivement cher, qui a fait grimper le prix de la voiture initialement prévue à 280 000 livres à 400 000 livres. Combien? Une légère inflation du prix qui tombait pile au moment de la guerre du Golfe et de l'explosion du prix du pétrole. Parfait les mecs! Côté design, la voiture était magnifique. En revanche, il semblerait que certains composants étaient sourcés par le stagiaire du moment. Les rétroviseurs extérieurs, Citroën CX. Les répétiteurs de clignotants, Ford Fiesta. Les serrures de portière, les commandes et les bus d'aération, Ford Escort. Les feux arrière, Rover 200, une petite citadine, premier prix, bas les couilles! Comme si ça suffisait pas, pour couronner le tout, malgré cette débauche de moyens et d'efforts supposés, pour alléger la voiture, vous savez quoi? Elle a jamais réussi à atteindre les 220 miles par heure. Alors on n'en était pas loin, on parle de quelques kilomètres heure, elle a été mesurée à 340, toute vidée, en descente, le vent dans le dos. Mais il n'empêche, quand t'as passé des années à fanfaronner que t'allais produire la voiture la plus rapide du monde, qu'elle allait rouler à 350 km/h et qu'à la fin elle roule à 340, en plus de tout le reste là, ton acompte. On dirait Peugeot Sport et leur retour en championnat du monde d'endurance. Les gars, votre voiture elle roule même pas, merde! La situation de Jaguar est passée brutalement d'un alignement incroyable des planètes à putain c'est la merde, on espère que personne va essayer de nous tabasser au salon de Tokyo. Et c'est pas passé loin, parce que sur les 1400 clients qui avaient déposé un acompte, il y en a plein qui se sont retirés. Et il y en a des dizaines qui ont poursuivi Jaguar en justice pour tromperie sur la marchandise. Tu m'étonnes, John! Mais bon, ça va, il restait encore 350 clients plein d'espoir. Et puis 350, c'est bien, tu peux dire que ta voiture c'est une série limitée, il y en a pas beaucoup. Et vous savez quoi? Même ces 350 là, leur voiture dans le cul!
Parce que pour finir, Jaguar n'a réussi à en produire que 275, et vous savez quoi, ils ont galéré à mort à les vendre. Et ils en avaient tellement sur les bras qu'ils ont essayé plein de trucs pour les refourguer. Par exemple, en 1993, ils engagent 3 Jaguar XJ220 sur les 24 heures du Mans, en catégorie GT. Ils se sont dit que sur un malentendu, l'une des 3 allait faire un résultat plutôt correct, et que ça ferait un coup de pub pour la bagnole, qu'elle se revendrait. Et ben vous savez quoi, le résultat était encore meilleur qu'escompté. Il y en a une qui arrive en tête de la catégorie GT, avec à son volant un certain David Coulthard. Yes, on a réussi! Sauf que non. La voiture de David Coulthard a été déclassée quelques jours plus tard parce qu'elle respectait pas la réglementation. Ils avaient retiré les catalyseurs pour qu'elle soit encore plus légère. Désolé. Malgré cet échec, ils tentent un autre coup. Faire une version de série dérivée de celle qui vient de gagner puis de perdre les 24 heures du Mans. Ils l'ont appelée la XJ220S. Son moteur développé 700 chevaux, ils en ont produit 6 exemplaires. Et même celle-là, ils ont galéré à les vendre. Ils étaient prêts à tout. Ils ont même accepté une demande du sultan de Brunei qui leur a dit « Moi je veux bien 2 Jaguar XJ220S, mais je veux pas les mêmes que tout le monde. J'en veux 2 super moches !» Mais, la Jaguar XJ220 avait beau être pas très bien née, c'était mine de rien la voiture la plus rapide de son époque, devant la F40, devant la 959. La XJ220, c'est aussi la toute première voiture de série au monde à adopter un diffuseur. Aujourd'hui, t'en vois sur toutes les voitures de sport, bah ça vient de celle-ci, de cette bagnole-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je choisissais toujours la XJ220 quand elle était dans les jeux vidéo, parce qu'elle allait plus vite que toutes les autres. Je sais plus dans quel jeu déjà. C'était lequel déjà, Brice? Mais ça, la XJ220, c'est une bagnole mythique, elle était dans tous les jeux quasiment, dans les Gran Turismo, dans les Need for Speed, dans les Test Drive. Elle a même eu son propre titre sur Amiga et sur Mega CD, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre, moi, d'écrire tes vidéos? Laisse-moi travailler. Putain, feignant, y'en a qui bosse, quoi. Et c'est justement cette histoire haute en couleur, sa rareté, qui est due à son manque de succès au départ. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que cette voiture a détenu le record du Tour sur le Nürburgring de 1992 à 2000. 8 ans, putain. Et bah tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, cette voiture, elle est reconsidérée par les spéculateurs, par les collectionneurs. Du coup, sa cote remonte tranquillement. Aujourd'hui, un joli exemplaire se touche à 500, 600 000 euros. Pas pour une S, hein. Et comme en plus elle est super rare, cette cote, elle va continuer de grimper, voire d'exploser. Ça m'étonnerait pas que dans quelques mois ou quelques années, on passe la barre du million d'euros. Parce que c'est pas parce qu'elle coûte super cher à entretenir que sa cote va pas augmenter. Regardez la McLaren F1. On a bien fait de la merde quand même. Faudrait ajouter un peu de sang neuf à l'équipe. Ah, ça tombe bien, j'ai un nouveau membre à te présenter. Super. John, viens. Merci à tous, j'espère que ce nouveau T5M vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer de l'écrire, de découvrir l'histoire incroyable de cette bagnole. Pensez à vous abonner et à activer les notifications, c'est encore plus important cette fois-ci, vous savez pourquoi? Parce que la semaine prochaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort dans laquelle on vous donnera le lien vers la billetterie du Destruction Festival. Bienvenue sur le circuit mythique de rallycross de l'Oréac. Je me souviens bien, on organise Destruction Fest, à la fois une course entre youtubeurs un peu barrée et à la fois un festival qui aura lieu le 17 juin. Et en fait, cette vidéo, elle est là pour ça, pour répondre à vos interrogations, pour vous expliquer comment on va se dérouler la journée. Pour rappel, c'est une petite course, un octogone sans règles, dans laquelle il va y avoir 20 youtubeurs qui vont se bagarrer sur la piste. Comme des autotamponneuses mais dans des vraies voitures. Et dans le public, 5000 d'entre vous. Mais les places risquent de partir vite. Ne loupez vraiment pas la vidéo de la semaine prochaine dans laquelle on vous donnera le lien vers la billetterie, le casting complet, toutes les infos, le programme de la journée, ça va être incroyable. Je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi prochain. Ciao.